discuter la présidence. Et donc, majoritairement, effectivement, on a décidé de voter blanc. Vous êtes réaliste. Le groupe communiste, républicain, citoyen écologiste, Marie-Noëlle Lienemann, au contraire, présente et même se fait un devoir de présenter une candidate au plateau. Eliane Assassi, c'est important aussi d'avoir ce symbole et que ce soit... D'ailleurs, c'est la seule femme candidate au plateau. D'abord, j'allais le dire, c'est la seule femme candidate, c'est quand même bien. Deuxièmement, je crois que c'est le moment où la rentrée parlementaire, où chacun dégage un peu les forces politiques, montre son existence. Nous sommes un groupe clairement dans l'opposition, et l'opposition au président de la République, et l'opposition à la droite majoritaire au Sénat. Double opposition. Donc, c'était assez logique qu'on présente notre candidature. Ça fait partie du rituel républicain. Important, ce rituel républicain, Marie-Noëlle Lienemann, même si on voit qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. À la fois, le Sénat est un lieu où on peut trouver des compromis sur certains sujets. Je pense, par exemple, quand on a travaillé sur la taxation des GAFAM ou sur, parfois sur le dossier logement, parfois sur d'autres dossiers quand on travaille dans des commissions d'enquête parlementaire. Mais en même temps, il ne faut pas donner l'impression à nos concitoyens qu'il n'y a pas un vrai débat d'orientation. Il ne faut pas lisser nous accords politiques qu'il y a, bien sûr. La volonté d'une alternative de gauche, républicaine, écologique et sociale. Xavier Iacovelli. Oui, alors moi je comprends tout à fait la position du groupe CRCE. Lorsque j'étais au groupe socialiste, on avait aussi cette volonté. D'ailleurs, Patrick Canard était de nouveau candidat dans cette même optique. Mais c'est vrai que moi, ce que je peux regretter, c'est que les candidats à la présidence ne puissent pas s'exprimer et donner justement leur vision de ce que doit être le Sénat. À partir du moment où il n'y a qu'un simple vote sans déclaration de politique et en tout cas sans profession de foi des candidats à la candidature, à la présidence, effectivement, ce n'est qu'un exercice de vote qui est déjà quasiment acté de par la répartition des élections de dimanche soir. Donc, nous pensons effectivement qu'il n'avait pas lieu forcément de présenter un candidat. Allez, on va poursuivre nos discussions, mais on va faire un petit détour par la salle des conférences du Sénat où se trouve Alexandre Poussard. Alexandre, vous êtes avec l'un des nouveaux sénateurs qui a été élu à l'occasion du scrutin de dimanche. Vous êtes avec Paul Toussaint Parigi, sénateur écologiste de Haute-Corse. Effectivement, vous êtes le premier nationaliste corse à entrer à la Haute Assemblée. Déjà, quelle est votre réaction? Quel est votre premier sentiment? Écoutez, une satisfaction suite à une campagne électorale de proximité qui a duré quand même 2 ou 3 mois et une concrétisation donc aujourd'hui dans le paysage politique insulaire des nationalistes. Et alors, quel sujet précis vous voulez travailler ici au Sénat? Un des sujets qui va venir assez rapidement en débat, c'est la loi 3D, c'est cette loi de décentralisation qui est le gros dossier de la fin de la mandature de M. Macron. Bien sûr, on va être présent, on va travailler sur ce dossier et on va essayer de tirer les meilleures parties pour notre région, la Corse. Est-ce que pour l'instant, Emmanuel Macron ne fait pas assez pour la différenciation de la Corse? Alors, effectivement, il ne fait pas assez. Il y a aujourd'hui en Corse une majorité nationaliste qui essaie de faire passer ses idées et on voit quand même une certaine réticence de l'État à accepter un certain nombre de décisions. Et alors, votre présence ici au Palais du Luxembourg, est-ce que ça peut servir à améliorer les relations entre l'État central parisien et les élus corses? Alors, je ne sais pas si elle va servir à améliorer les relations. Dans tous les cas, elle va servir à faire entendre notre voix à travers le groupe. D'accord. Alors, précisément, vous allez, par exemple, siéger à la commission de l'aménagement du territoire, j'imagine? Alors non, je n'ai pas eu cette chance. Il a fallu faire un choix et je serai à la commission des finances. D'accord, ça a été réparti au sein du groupe écologiste. Alors justement, parlons du groupe écologiste, puisque vous êtes un peu le 12e homme de ce nouveau groupe au Sénat. Pourquoi avoir fait ce choix d'intégrer ce groupe? Alors d'abord, je n'ai pas intégré ce groupe. J'ai participé à la construction d'un groupe où il y a effectivement une majorité écologiste à l'intérieur, mais il y a aussi d'autres personnes. Il y a des gens de gauche, il y a des gens qui sont défenseurs des territoires. Et il y a des régionalistes, donc voilà. Donc c'est la fibre régionaliste qui vous a plu dans la construction de ce groupe? La fibre régionaliste, bien sûr, puisque c'est notre fibre à nous, mais l'écologie aussi fait partie des valeurs et des principes des nationalistes corses depuis très longtemps. Quelle est votre vision de l'écologie? Ma vision de l'écologie, elle ne peut pas être distincte de la vision des territoires. Et je pense que la meilleure façon de l'aborder, c'est de l'aborder à l'intérieur des territoires. C'est un peu ce qui a prévalu dans le nom du groupe. Alors, on a parlé de quelques tensions au sein du groupe écologiste, notamment sur l'élection du président. Vous les avez ressenties, ces tensions?
Écoutez, moi j'étais un peu béotien dans ce groupe-là, donc effectivement je n'ai pas participé à ces discussions entre écologistes. Bon, je pense que ça a été le temps d'une élection. Aujourd'hui l'élection est passée, il faut se mettre au travail tout simplement. Merci beaucoup Paolo Zan Merci à Parigi vous. d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre donc pour cette interview de ce nouveau sénateur, un sénateur donc nationaliste corse, Paul Santu Parigi. Marina Lindemann, c'est un fait notable quand même, l'arrivée d'un nationaliste corse et qui donc, on l'a dit, va faire partie du groupe écologiste du Sénat. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire une grande réflexion sur un mécanisme qu'on observe un petit peu partout en Europe et hélas, heureusement en moindre effet en France. La tendance, parce qu'on parle beaucoup de séparatisme, Oui. mais la tendance à l'émiettement régional. Alors, il y a des nuances dans toute la frange des dits nationalistes corses, entre ceux qui demandent plus de différenciation dans la République, d'autres qui veulent vraiment l'autonomie ou la séparation. Moi, j'ai tendance à penser que cette question est un peu biaisée. À partir du moment où la République ne répond pas à un territoire et laisse s'installer des inégalités durables, hélas, elle devient vulnérable. Et les gens peuvent s'imaginer qu'eux, tout seuls dans leur coin, ils vont mieux s'en tirer. Et ça risque de tirer un petit peu à hu et à dia. Je crois que la masse des Français sont quand même encore attachés à l'unité républicaine. Je ne crois pas à la différenciation en termes législatifs. Oui. En revanche, je crois à beaucoup plus de souplesse dans le réglementaire et qui, je le rappelle, n'est pas la loi. Et c'est souvent dans le réglementaire qu'on détourne l'objectif de la loi en rendant compliquée la mise en œuvre de certaines politiques sur le territoire. Mais c'est un débat qu'on va avoir qui va être très intéressant au moment notamment de la loi 3D. De la loi 3D, effectivement, la loi 3D, c'est pour déconcentration, décentralisation, différenciation. C'est un sujet qui est réellement sur le devant de la table aujourd'hui, Xavier Iacovelli. Oui, tout à fait. Et puis moi, je vous avoue, je suis dans un mouvement qui s'appelle Territoire de progrès, donc oui. On est attaché justement à cette différenciation, à cette spécificité des territoires, mais tout en gardant, et là je suis d'accord avec Marie-Noëlle Lienemann, cette unité républicaine, cette unité du pays, de la France, et qui effectivement peut être compliquée dans les débats avec les nationalistes corses. Je pense qu'on aura effectivement des débats très intéressants au Sénat, et on verra justement les limites de cette différenciation qui est souhaitable, mais dans certaines limites et dans les règles effectivement de l'unité de la République. On va continuer à parler. Oui, par exemple, de la différenciation. Il y a un sujet qui est très important, qui est régulièrement reposé, c'est la loi littorale. Oui. Alors c'est bien beau de dire chaque territoire va décider, mais tout le monde a toujours une bonne raison pour privilégier localement le développement d'une activité touristique, etc. Et puis de fil en aiguille, il y a un mitage. Oui, il faut un cadre national. Alors que la loi littorale, elle a de la contrainte, elle doit donner des outils. Il y a plus de souplesse qu'on ne le croit, parce que j'ai beaucoup suivi ces dossiers, notamment quand j'étais ministre. Il y a plus de souplesse. Mais à partir du moment où on commence à dire qu'on va différencier, jusqu'où, comment, etc., et on se rend compte qu'il y a quand même des grandes lois et qui, même quand elles touchent les territoires, doivent être garants que la pression locale ne va pas prendre le pas sur un intérêt général dans la durée pour le pays et d'ailleurs plus généralement pour notre environnement. La question du cadre national des libertés locales, tout ça c'est un sujet que l'on entend beaucoup, qu'on entend aussi à l'occasion de ce moment que nous traversons tous, ce moment de la pandémie. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a un certain nombre d'élus locaux, on l'a entendu notamment bien sûr dans les Bouches-du-Rhône, qui estiment que justement c'est l'État centralisateur qui a voulu imposer ces règles dans ce contexte très particulier bien sûr de la pandémie? Alors déjà, je note que dans la presse, ils reviennent un petit peu sur ça. Il y a un article que je regardais tout à l'heure où la maire de Marseille, Madame Rubirola, vient d'annoncer effectivement quelques erreurs dans l'appréciation qu'il pouvait avoir sur les décisions. On ne s'était pas rendu compte. On ne s'était pas rendu compte. Et je pense que celui qui s'en est rendu compte et qui a changé son canot, c'est le président de région, Muselier, qui a effectivement estimé que c'était peut-être justifié. Après, moi, je suis complètement d'accord. Et on voit d'ailleurs un changement de comportement du gouvernement qui a, avant de prendre des décisions, parce que malheureusement, je pense qu'on aura des décisions plus contraignantes sur l'Île-de-France, avant de prendre des décisions, a rencontré la présidente de région, la maire de Paris,
les présidents de département pour justement concerter et essayer de trouver un consensus pour à la fois garantir la santé publique, parce que c'est encore une fois la responsabilité de l'État, et en même temps associer aussi les élus locaux qui sont au plus proches de nos concitoyens. Moi, ce que je voulais dire sur Marseille, sur les Bouches-du-Rhône, vous savez, moi j'étais restaurateur, donc je comprends la colère des restaurateurs, des bars, qui souffrent et qui effectivement c'est leur gagne-pain. Donc c'est normal qu'ils soient en colère sur ces décisions. Là où je ne comprenais pas, c'était la décision et l'attitude des élus locaux, qui effectivement à Marseille, je trouve, ont été irresponsables dans cette crise. Moi je trouve, Madame Lienemann, oui, que la décision, en tout cas les prises de parole pendant ces moments-là des élus locaux de Marseille ont été irresponsables. Je note effectivement un changement aujourd'hui de discours qui sont plus responsables et plus en réalité avec la situation sanitaire du département. Marina Lienemann, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est responsable, parce que quand vous avez le gouvernement qui vous dit on va tenir compte des territoires et qui téléphone 5 minutes à l'avance pour vous dire la décision qu'il a prise, c'est pas acceptable. Parce que c'est de la forme, c'est de la forme. Non, c'est pas de la forme. C'est pas de la forme, parce que la deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut que la décision publique soit fondée sur un argumentaire. Quelle analyse on fait? Elle doit être transparente, l'état de la situation, l'état des risques potentiels, l'état de la situation pour réagir et pourquoi on prend une décision. Si vous n'expliquez pas l'ensemble de cela et que vous ne négociez pas avec les acteurs locaux pour être sûr qu'ils partagent le diagnostic, partagent les choses, vous arrivez dans des situations où après on vous répond de poids, de mesure. Parce qu'il est vrai qu'on peut comprendre que quand on est Marseillais, qu'on voit les chiffres à Paris et qu'on voit les chiffres à Marseille, on se dit, et je suis élu de Paris, donc je ne suis pas en train de plaider pour que Paris paye un lourd tribut, mais il faut pouvoir expliquer. C'est d'ailleurs tout le problème quand on parle de différenciation. Parce que les Français veulent que ce soit différencié, mais après ils ne trouvent pas normal que ça ne se passe pas comme chez les autres. Donc moi je crois qu'il y a eu là une erreur stratégique et une violence du gouvernement qui est par ailleurs plus fondamentalement la question centrale qui est posée, c'est que ce gouvernement, pendant 6 mois, ou les mois de déconfinement, n'en a pas profité pour créer des places sérieuses de réanimation. C'était quand même, j'ai posé la question X fois en question écrite au gouvernement, sans réponse et surtout sans acte. Assez qui a été fait. On va continuer à parler de ce sujet, bien sûr, fondamental dans le contexte actuel, mais tout de suite, on va rejoindre Quentin qui est dans l'hémicycle du Sénat. Quentin, d'ailleurs, vous êtes masqué. Le processus a été particulier au Sénat aussi en raison de cette pandémie. Faites-nous un point. Où en est-on aujourd'hui, en ce moment, Quentin, dans ce vote et dans ce dépouillement ? Effectivement, Tam, le dépouillement est en cours. Il a lieu, vous le savez, à l'extérieur, en salle des conférences, comme vous pouvez le voir grâce à ces images de Philippe de Sony. C'est-à-dire la salle des conférences, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le Sénat, c'est l'équivalent en quelque sorte de la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. Et donc, vous le voyez, le dépouillement est en cours. L'urne a donc été emportée dans cette salle des conférences et tous les bulletins sont en train d'être comptés. Et c'est une heure qui a été prévue pour ce dépouillement. Et pendant ce temps-là, derrière moi, dans l'hémicycle, il y a une cinquantaine de sénateurs qui discutent, qui attendent la fin de ce dépouillement. Et on a par exemple vu Gérard Larcher, qui est assis au second rang et qui rencontrait par exemple Nathalie Delattre, la sénatrice RDSE de Gironde, où là, il y a un instant, il était avec Patrick Caner, le président du groupe socialiste et qui est un peu son adversaire aujourd'hui. Et c'est Éliane Assassi qui les a rejoints. Et tous les trois, ils ont comme cela discuté pendant 5-10 minutes. Donc vous voyez, ambiance tout à fait calme et relaxée ici en attendant la fin du dépouillement qui devrait avoir lieu dans quelques minutes. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces nouvelles explications. Et on va tout de suite rejoindre Alexandre Poussard, salle des conférences, car Alexandre, vous êtes avec François Patriat, le président de votre groupe Xavier Iacovelli. François Patriat, à votre micro, Alexandre. Et oui, avec François Patriat, qui a été réélu président du groupe La République En Marche, alors qu'il s'appelle maintenant le groupe RDPI pour le Rassemblement des démocrates indépendants et progressistes. François Patriat, d'abord, sur votre reconduction à la tête du groupe, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être un peu contesté avec notamment la candidature de Julien Bargeton en face de vous ? Non, pas vraiment contesté dans la mesure où tout le monde pouvait postuler à une présidence, dans la mesure où mon élection n'allait pas de soi. À partir du moment où mon élection est intervenue, j'avais dit que je souhaiterais poursuivre pour les 3 ans qui viennent, surtout cause d'élections présidentielles, cela. Ça n'empêche pas qu'il y avait une nouvelle génération d'élus qui ont été élus en 2017, qui
qui pouvaient aspirer à la présidence. Et j'ai tenu à ce que ce vote ait lieu. Que je voulais montrer que dans le mot démocrate que nous avons mis dans notre sigle maintenant de mouvement, que la démocratie soit respectée et que chacun puisse intervenir. Et je veux dire que ce matin, c'est fait un vote de l'unité parce qu'on avait dit avant, quoi qu'il arrive, on respectera le résultat et ensuite, ça permettra d'assimiler les deux propositions et de faire en sorte que le groupe soit plus uni après. Bien sûr qu'à la fin de cette réunion, d'abord le vote s'est bien déroulé, l'ambiance a été chaleureuse, il n'y a eu aucun problème et que maintenant il n'y aura pas de hiatus, il n'y aura pas de problème et qu'on va pouvoir travailler ensemble. Alors pourquoi avoir changé le nom de votre groupe avec ce nouveau nom RDPI? La marque La République En Marche, elle ne marche plus? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on a vu au Sénat qu'il fallait soit parler des territoires, soit de la démocratie. Et qu'au-delà du fait qu'on voulait montrer que l'AREM elle-même existe toujours. Moi, je suis sénateur l'AREM, c'est clair. Mais en même temps, il faut qu'au Sénat, pour pouvoir s'élargir, pour pouvoir s'agrandir, pour pouvoir attirer mieux, il faut peut-être pas avoir seulement le sigle d'un parti. L'Union centriste, c'est pas un parti, l'Union centriste, vous voyez. Donc nous avons voulu, nous, faire en sorte que, de même que le RDSE à côté était attractif, parce qu'il représente différentes sensibilités, nous représentons aussi différentes sensibilités, et l'AREM, c'était trop réducteur. Et justement, vous auriez aimé faire un grand groupe de la majorité présidentielle, avec peut-être des sénateurs du RDSE, des sénateurs des indépendants, ça n'a pas fonctionné? Bien entendu, nous souhaitons tous aboutir à ce processus, mais c'est mal connaître le fonctionnement du Sénat. Il y a encore des gens qui ont des sensibilités personnelles qui en tiennent à maintenir. Il y a des gens qui veulent garder une forme de fidélité à leur histoire, à leur mouvement, à leur parti. Et d'un seul coup, rentrer dans un mouvement différent, pour eux, c'est, disent-ils, un peu trahir leurs électeurs et eux-mêmes hésiter sur leurs appréhensions. Donc, on comprend bien, il faudra selon doute encore une élection pour que ce groupe que nous avons créé devienne un grand groupe. D'accord, donc vous l'annoncez dans 3 ans, peut-être un groupe de la majorité, si Emmanuel Macron est réélu. J'espère. Emmanuel Macron sera réélu. Très bien, merci beaucoup François Patria. Merci à vous. Merci beaucoup Alexandre. Emmanuel Macron sera réélu, il y croit toujours plus fort, François Patria. C'est un des piliers de la Macronie, bien sûr, Xavier Iacovelli. C'est un fidèle parmi les fidèles du président de la République et aujourd'hui, je pense qu'on est plusieurs effectivement à souhaiter la réélection du président de la République. Et on le sent en pleine forme. Enfin, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Non, vous n'êtes pas d'accord là-dessus, Marie-Noëlle Lienemann, ce n'est pas une surprise. On va continuer à parler, puisque nous étions aussi en train de parler de la situation de la Covid, bien sûr, et de la pandémie qui se poursuit. Vous êtes tous les deux élus d'Île-de-France, de Paris, de la Petite Couronne. Marie-Noëlle Lienemann, c'est une zone qui retient son souffle. Est-ce que vous craignez de nouvelles restrictions? On sait qu'à 18h, Olivier Véran, le ministre de la Santé, va faire son point désormais hebdomadaire. Là, de toute façon, en effet, on a des inquiétudes parce qu'on se dit que si le ministre convoque les élus, c'est quand même que lui-même, d'ailleurs les signes qui nous sont envoyés sont plutôt des signes d'inquiétude, donc de durcissement. Quelle va être la nature de ce durcissement? On peut imaginer que le ministre propose des choses comparables à ce qui s'est fait à Marseille. C'est-à-dire la fermeture des bars et des restaurants totale. Je n'en sais rien, mais je ne suis pas... En revanche, il y a plusieurs choses que je veux dire. Première urgence absolue, c'est de créer tout de suite tout ce qu'on peut comme place de réanimation. Commander, veiller à ce qu'on ait des réanimateurs, mobiliser tout ce qu'on peut comme ressources humaines pour créer des places de réanimation. Je l'ai dit tout à l'heure, je regrette la gravité de non-décision. Je veux insister sur une autre chose, on en parlait avec Xavier Iacovelli, c'est que le secteur de la restauration va être sinistré. Et en particulier toute une série de salariés qui sont les extras, qui sont d'ailleurs un peu comme les gens qui font les visites guidées, là, les guides conférenciers, qui sont des gens qui vont être complètement out et se retrouver au RSA. Là, il faut prendre des décisions immédiates. D'une part, de reporter la fameuse loi Pénicaud qui va avoir effet en janvier, et deux, pour prendre des mesures permettant de garantir des droits au chômage renforcés, un peu comme on l'a fait pour les intermittents du spectacle. Oui, Xavier Iacovelli, vous êtes d'accord, il y a un certain nombre de métiers là, qui vont maintenant crier au secours si s'annonce à nouveau de nouvelles restrictions, des fermetures de bars, de restaurants. Puis on le voit déjà aujourd'hui, les salles de sport, les gymnases qui sont également fermées dans de très nombreuses villes.
Oui, mais déjà, pour revenir sur le contexte, effectivement, on a reçu en tant que parlementaire les éléments de l'ARS de l'Île-de-France et de notre département, en tout cas les éléments département par département, et ils sont très inquiétants. Les indicateurs sont dégradés, on voit une augmentation effectivement à la fois des cas contacts, des cas positifs et de la circulation du virus. Donc effectivement, moi, je n'ai pas plus d'informations que ça sur les annonces du ministre ce soir, mais je suis assez pessimiste effectivement sur les décisions. Après, pour vous, un reconfinement local serait-il justifié quand on voit le contexte actuel, moi, le plus important, c'est la raison sanitaire. Donc on ne peut pas, effectivement, et le gouvernement a raison, ne peut pas prendre de risque sur l'augmentation du nombre de morts. Je suis complètement d'accord avec Marie-Noëlle Lienemann sur l'augmentation du nombre de lits en réa. Sauf qu'il y a déjà aujourd'hui, il a été libéré un certain nombre de lits pour justement les transformer en réa si tant est que nous avons besoin. On ne peut pas aujourd'hui effectivement créer des lits en réa alors qu'on n'en a pas besoin. On a aussi besoin d'avoir la médecine globale. Justement, et donc, il faut en créer en plus. Et bien sûr. Non, mais aujourd'hui, on ne peut pas pousser les murs dans certains hôpitaux. Oui, enfin, donc, par contre, il est question de libérer, et c'est déjà ce que le gouvernement a fait depuis le déconfinement, de libérer des places dans les hôpitaux pour les transformer en lits de réa. Marine vous dit qu'il n'a pas été assez fait sur cette période. Madame Lienemann, vous-même, vous m'avez dit que vous n'aviez pas eu de réponse à vos questions, donc vous ne pouvez pas avancer de chiffres. Non, moi, je vous dis, en tout cas, les éléments que moi, le ministère me dit... C'est pas parce que le gouvernement ne me répond pas que vous croyez que je ne m'informe pas. Non, mais moi, je vous donne en tout cas les informations que j'ai. Et les médecins qui m'indiquent que tel n'a pas été le cas, il n'y a pas eu de création de postes de réa. Écoutez, j'espère qu'on aura